Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous êtes restés ici depuis tout à l'heure? Alors tout à l'heure nous étions au service du grand capital avec Xavier Fontanet. Maintenant nous sommes au service de la révolution puisque nous allons marcher sur les traces de Che Guevara avec François-Henri Désérable. C'est lui qui a fait le voyage. Nous on peut lire ses aventures bien tranquillement installés chez soi. C'est l'avantage des voyages avec les livres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir François-Henri Désérable. Alors, cher François-Henri Désérable, je pensais qu'on se connaît déjà, puisque vous nous avez fait l'honneur de nous rendre visite en 2016. C'était votre deuxième livre qui s'appelait Évariste et qui racontait la vie courte mais brillante d'Évariste Galois. Et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et depuis, vous-même, vous avez eu beaucoup de succès. Tous vos livres ont été salués par la presse, par le public, par l'Académie française. Et quand on est invité au rendez-vous de la Baule, c'est ça le vrai succès en réalité, non? C'est ça, oui. Oui, c'est le sommet. En gros, si on respecte la hiérarchie des normes littéraires, il y a évidemment le Grand Prix du roman de l'Académie française, le prix Goncourt, la Pléiade, le prix Nobel, les rendez-vous de la Baule. C'est ça, voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est la deuxième fois que vous êtes invité. Et ce n'est pas la dernière, mais il va falloir que vous y mettez du vôtre, c'est-à-dire que vous écriviez de bons livres, ce qui est le cas pour celui-ci. C'est agaçant. Vous êtes encore, puisque vous êtes à vos débuts, vous êtes encore fêté par vos confrères, mais bientôt viendra le moment où ils vous jalouseront. Donc, ils seront cruels avec vous, non? Vous n'avez pas peur de ça? C'est une bonne question, ça. Disons que c'est pas tellement comme le sport professionnel, la littérature, qui est le sport professionnel, qui est un domaine que je connais assez bien, puisque j'ai été joueur de hockey sur glace professionnel pendant plusieurs années. Et je crois que le succès de mes confrères ne m'empêcherait pas d'en avoir. Donc, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Donc, je ne sais pas s'ils me jalouseraient. Si, bon, il y a toujours des jaloux, des aigris, Oui. Mais en général, les jalousies viennent de gens assez médiocres, non? On va pas citer de nom, on va s'en tenir au principe de Chateaubriand qui disait « Il faut être économe de son mépris étant donné le grand nombre de nécessiteux ». Alors, depuis vos débuts, qui sont quand même assez récents, vous avez beaucoup publié, trop? Donc j'ai publié mon premier livre en 2013, on est en 2025 et c'est mon 6e livre. Donc ça va, ça fait un ratio tout à fait honnête, mais je ne désespère pas à la fin de ma vie de remplir toute une étagère. Une grande étagère? Une grande étagère. Alors, cela dit, on ne mesure pas la qualité d'une œuvre littéraire à l'aune de la place qu'elle prend sur une étagère. Je connais beaucoup d'écrivains qui ont écrit 40 livres, dont aucun ne restera. En revanche, j'en connais aussi qui ont publié 3, 4, 5 livres, et il y a des chances qu'on les lise encore 50 ans après leur mort. Donc là, vous publiez votre deuxième récit de voyage. Il y avait ce voyage en Iran, et là, c'est un voyage en Amérique du Sud, mais il me semble que c'est votre premier voyage, en fait. Oui, c'est un voyage que j'ai fait en 2017, mais je vous ai pas. On est parti bille en tête et je ne vous ai pas encore remercié d'être là. Donc merci de votre présence en cette fin d'après-midi. Vous savez, il fait pas très beau, il fait gris, alors on est bien assis. Je sais que je bénéficie de l'absence d'ensoleillement en fin d'après-midi. La plage est une rude concurrente quelquefois. J'imagine bien. Oui. Ce voyage, je l'ai fait en 2017. Je venais d'avoir 30 ans et j'avais lu un récit de voyage à motocyclette d'un certain Ernesto Guevara, qui en 1952, enfin le 29 décembre 1951, était parti avec un ami qui s'appelait Alberto Granado. Son ami avait 29 ans, Guevara en avait 23.
à moto, sur une moto qu'ils avaient baptisée la Poderosa, la vigoureuse, mais qui est en réalité une Norton 500 cm3 pour les amateurs de grosses cylindrées. Et ils sont partis de Cordoba, au nord-ouest de Buenos Aires, et ils ont traversé ensemble l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie et le Venezuela. Ce voyage a duré 7 mois. L'objectif était de voir du pays, de vivre une aventure, d'en apprendre peut-être un peu davantage sur eux-mêmes aussi. Oui, parce qu'au départ, c'était des bons petits gars en Argentine. Oui. Des rejetons de la bourgeoisie, intellectuelle argentine. Alors, ils partent sans le sou. Hein. Ils n'ont pas d'argent, ils ont une tente, quelques affaires et une moto. Et Guevara avait fait des études de médecine. Il était en train de faire ses études de médecine. Et ils partent et ils traversent comme ça l'Amérique latine pendant 7 mois. Et Guevara en tire un carnet. Granado lui-même écrit un carnet qui relate son voyage. Et des années plus tard, Walter Salles, un cinéaste brésilien, va en faire un film, Carnet de voyage, qui est sorti en 2009 ou 2010. Et j'avais vu le film, j'avais lu les récits, et je brûlais de l'envie de découvrir ce continent qui m'était inconnu, de découvrir l'Amérique du Sud. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ma roue dans celle du Tché? Certes, mais pourquoi la mettre aussi? Pourquoi? Parce que, alors bon, déjà, pourquoi l'Amérique latine? Parce que quand j'étais plus jeune, c'est d'une banalité absolument confondante ce que je vais vous dire, mais il y avait une carte du monde qui était punaisée au mur de la classe, en CM1 ou en CM2. J'avais 9 ou 10 ans et je me souviens que j'étais perdu dans la contemplation béate de cette carte du monde. Et j'avais un professeur, Monsieur Postel, qui me prenait en contre-exemple et qui disait « Faites comme lui et vous n'irez jamais loin », parce que j'étais tout le temps dans la lune. Et il y avait une véritable puissance d'évocation des noms que je pouvais lire, une véritable symphonie des toponymes, que ce soit... je ne sais pas moi, Valparaiso, quand vous lisez les noms sur une carte de Valparaiso, de Buenos Aires, de Terre de Feu, d'Ushuaia, de Zanzibar, de San Francisco, de New Delhi. Enfin, ce sont des noms qui ont une très très grande puissance d'évocation. Et je m'étais juré... Qu'est-ce que vous avez contre Pornichet de... ou Escoublac? Vous savez, il y a pire que ça, parce qu'il y a des villes qui ont des noms qui ne sont pas une véritable symphonie. Je pense par exemple à Villefranche-sur-Mer. Bon, Villefranche, c'est pas un très beau nom, mais c'est un très bel endroit. Et inversement, il y a des villes qui ont un nom très chantant, et quand on s'y rend, on est très déçu. Et je pense notamment à une ville argentine qui s'appelait Bahia Blanca. Bahia Blanca, quand vous entendez Bahia Blanca, vous imaginez des plages de sable fin, une eau turquoise, des jeunes filles en bikini, et en fait rien de tout ça à Bahia Blanca. Donc il y avait vraiment cette symphonie des toponymes, et je m'étais juré un peu bêtement d'aller voir tout cela de plus près un jour. Alors, à 30 ans, vous avez déjà publié, vous avez déjà du succès, vous avez abandonné le hockey sur glace. Il est temps d'être sérieux et de vous faire une place dans la société. Et donc, il est temps de vous acheter un appartement. Oui, disons que c'est l'âge où votre famille, vos amis commencent à vous dire est-ce qu'il ne serait pas temps que tu investisses dans la pierre? Alors moi, je vis à Paris, on voyait les prix de l'immobilier monter. À cette époque, les taux d'intérêt étaient très bas. Et il y avait cette volonté de la part de mes amis et de ma famille de me voir m'embourgeoiser, m'installer confortablement. Et j'avais un peu cette impression que signer un acte de vente, ça aurait été comme de signer mon propre registre d'écrou. Alors, bon, j'essaye peut-être de grimer mon manque de fortune en vertu, parce que vous savez très bien combien gagnent les écrivains sur leurs livres. C'est très peu. Si Antoine Gallimard me consentait des droits d'auteur bien supérieurs, sans doute que je me serais
Acheter un appartement. Je plaisante, Antoine, je sais que cette conversation est enregistrée. Non, mais disons qu'il y avait un désir d'aventure et qu'un appartement, ça se meuble et qu'au meuble, eh Il bien, faut toujours préférer son sac de voyage. Écrivez-vous, voilà. page 14. Exactement. Bon. Et donc voilà, je venais de rendre à mon éditeur un manuscrit qui m'avait tenu lieu de vie pendant près de 3 ans, qui était le manuscrit d'un certain monsieur Piechielny, une histoire autour de Romain Gary d'ailleurs, parce que c'est l'histoire de ce mystérieux voisin de Romain Gary à Vilnius, en Lituanie, qui à l'époque s'appelait Vilno, et qui avait fait promettre au petit Romain Gary de prononcer son nom devant les grands de ce monde. Et Gary raconte dans la promesse de l'Aube que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, à la Maison Blanche, devant Kennedy, ou à la télévision face à des millions de téléspectateurs, il a toujours prononcé le nom de ce monsieur Piechielny. Il a toujours dit au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piechielny. Moi, j'ai cherché à savoir qui il était, ce qu'il était devenu, et à travers lui, à travers cette figure, je raconte Romain Gary. Et donc, je venais de rendre ce manuscrit à mon éditeur. Je me retrouvais en quelque sorte désœuvré, et j'ai décidé de prendre la route. Vous avez préparé ce voyage où vous êtes parti la fleur au fusil et le sac à dos? Alors ma seule préparation, en réalité, ça a été de lire des livres d'auteurs originaires des pays que j'allais traverser. Alors j'ai lu de la littérature argentine, chilienne, colombienne, vénézuélienne, pas bolivienne. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des auteurs boliviens traduits en français. Mais pour le reste, la littérature latino-américaine est extrêmement riche. Et donc, ça a été l'occasion de parfaire ma connaissance de ce continent littéraire. Et oui, parce que vous ne parlez pas espagnol. Alors si, non mais je vous permets pas. Quand je suis parti, c'est pas ce que j'ai lu. Quand je suis parti en Amérique latine, je connaissais essentiellement 3 mots d'espagnol: no, hablo et espagnol. Alors c'est certes pas suffisant pour engager des conversations avec les Sud-Américains, mais petit à petit quand même, en cheminant, de la même manière que la poitrine d'un général se garnit de médailles de bataille en bataille, et ben mon vocabulaire espagnol s'étoffait. Et maintenant, je suis tout à fait capable de faire illusion, alors qu'en réalité, je ne parle pas espagnol. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis allé vivre à Venise juste après, au retour de ce voyage, que j'ai commencé à apprendre l'italien. Et à mesure que j'apprenais l'italien, j'oubliais mon espagnol. Et puis, j'avais du mal à apprendre l'italien. Donc, je baragouine à peine espagnol, à peine italien. Je suis un analphabète polyglotte. C'est lors de ce séjour à Venise que vous avez fait de la prison? Ou c'était avant? Je ne sais pas comment vous êtes au courant de cette affaire. J'ai mes fiches. Mais je vois ça. On m'a dit que vous étiez un agent de la DGSI. Exactement. Non, c'est bien Vous antérieur. êtes grimpé sur un toit où vous n'auriez pas dû être à Venise. Écoutez, en fait, Venise, puisqu'on est parti sur Venise, hein, on passe de l'Amérique latine à Venise, mais c'est la vertu de la conversation, ça va beaucoup plus vite qu'en avion. Venise, moi j'ai été élevé toute ma jeunesse dans le culte de Venise, parce que mon grand-père avait été gondolier vénitien. On a 3 minutes pour que je vous raconte cette histoire ou pas? Bon. Bien sûr. Nous sommes là jusqu'à minuit et demi. Ma grand-mère, qui venait d'un petit village picard, à l'âge de 20 ans, décide d'aller découvrir Venise. Elle part avec une amie, elles vont à Paris, elles prennent le train dans je ne sais plus quelle gare, et puis elles arrivent par le train de nuit à la gare Santa Lucia à Venise. Comme ma grand-mère était pieuse, on est au début des années 50, la première chose qu'elle voulait faire, c'était d'aller poser un cierge à la basilique Saint-Marc. Et vous savez, les Vénitiens, si vous leur demandez le chemin de la basilique Saint-Marc, même s'il faut aller tout droit, puis à droite, puis à gauche, puis passer sur un pont, puis sous un sottoportego, ils vont vous dire « sempre dritto », toujours tout droit. De sorte que vous finissez toujours par vous perdre. Elle se retrouve Campo Santa Maria Formosa. Là, un gondolier est là, qui prie les 2 jeunes filles de monter à bord de leur gondole, leur fait faire un petit tour des canaux de Venise jusqu'au bassin de Saint-Marc. Et au moment où ma grand-mère veut payer, à l'époque c'était des lires, ce gondolier leur dit dans un dialecte vénitien « Per voi altre è gratis, signorine », ce qui veut dire « pour vous, c'est gratuit, mesdemoiselles ». Et ma grand-mère, pour le remercier,
décide de le prend en photo avec un Polaroid, lui remet la photo, et aujourd'hui encore, elle ne s'explique pas pourquoi, elle a 95 ans aujourd'hui, elle ne s'explique pas pourquoi, mais elle a écrit son adresse au dos de la photo. Puis elle passe 3-4 jours à Venise, elle finit par rentrer chez elle, à Favières, dans la Somme, en Picardie, 420 habitants au dernier recensement. Et les mois passent, 11 mois plus tard, quelqu'un toque à la porte, elle ouvre, et elle voit ce type, son baluchon à l'épaule. Alors moi, je l'imagine avec son costume de gondolier, il était sans doute pas comme ça, mais je l'imagine en marinière, quoi. Son baluchon à l'épaule, la photo dans la poche arrière de son pantalon, et il lui dit « Bonjour madame ». Et en fait, il avait passé 11 mois à apprendre le français. C'est une merveilleuse histoire. Sauf que l'histoire est moins drôle après. Il a 2 enfants dont ma mère. Et puis, vous savez, quand vous avez vécu à Venise, c'est très difficile de ne pas y retourner. La plus belle chose qui a été écrite sur Venise vient du Cieco d'Adria, qui était le Homère vénitien, qui en 1570, pour la consécration du doge Mocenigo, a dit « Qui ne la loue est indigne de sa langue, qui ne la contemple est indigne de la lumière, qui ne l'admire est indigne de l'esprit, qui ne l'honore est indigne de l'honneur, qui ne l'a jamais vue ne croit point ce qu'on lui en dit, et qui la voit croit à peine ce qu'il voit, qui entend sa gloire n'a de cesse de la voir, et qui la voit n'a de cesse de la revoir, qui la voit une fois s'en énamoure pour la vie et ne la quitte jamais plus, ou s'il la quitte, c'est pour bientôt la retrouver, et s'il ne la retrouve, il se désole de ne point la revoir. De ce désir d'y retourner qui pèse sur tous ceux qui la quittèrent, elle prit le nom de Vénétia, comme pour dire à ceux qui la quittent dans une douce prière, Veni etiam, reviens encore. C'est sublime ça quand même. Hein. Bon. Et mon grand-père finit par retourner à Venise, quand ma mère a une 12aine d'années, et puis il devient alcoolique, et il tombe de sa gondole, il se noie dans l'eau du bassin. Donc moi, ça a été évidemment très douloureux pour ma mère, mais j'ai été élevé dans le culte de Venise sans avoir le droit d'y mettre les pieds. Et puis à 20 ans, j'y vais pour la première fois, et j'ai des larmes d'émotions esthétiques sur le Vaporetto qui emprunte le Grand Canal. J'avais l'impression qu'un lieu était là et qui m'attendait. Et comme j'avais 20 ans, c'est l'âge où on fait des conneries. Et un jour, j'ai escaladé la Scala Contarini del Bovolo, qui est un escalier en colimaçon du XVe siècle, parce qu'il était en réfection, qu'il y avait des échafaudages, pour voir le soleil se lever sur Venise depuis le toit du palais. Comme c'est un monument qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et que les Italiens ne plaisantent pas avec le patrimoine mondial de l'UNESCO, j'ai fini par être arrêté, mais ça c'est l'arrestation quand même la plus chic qu'on puisse rêver, parce que j'ai ensuite remonté tout le Grand Canal en bateau de police jusqu'au commissariat de la Piazza di Roma, où je m'en suis tiré avec quelques heures de garde à vue. Je n'ai fait que 2 gardes à vue dans ma vie, donc vous conviendrez que je ne suis pas tellement un voyou. Il y a eu celle-là, et l'autre c'était en Iran, quand j'ai été arrêté par les gardiens de la Révolution, qui ont fini par me sommer de quitter le pays, et j'en ai tiré un livre qui s'appelle L'usure d'un monde, et qui est une traversée de l'Iran. Bon, mais vous avez au moins ceci en commun avec Casanova, d'avoir fait de la prison à Venise. Oui, il était un peu plus longtemps, et avec panache, il s'est enfui de la prison des plombs, dont la réputation était qu'on ne pouvait pas, oui, on pouvait pas s'en par les échapper. toits, il s'est enfui. Bon, donc, revenons à l'Amérique du Sud. Elle dit que vous vouliez des digressions, on en fait. C'est très bien. Non, mais parce que vous, dans votre chambre d'adolescent, vous aviez quand même la fameuse photo du Che Guevara par Corda, qui est un peu moins bien que la photo de vous derrière, mais qui a fait son chemin aussi. Celle-ci est quand même un peu moins iconique. Oui. Mais ça viendra. Ce qui est intéressant sur cette photo, juste un mot sur cette photo, c'est qu'elle a été prise en 1960, donc 7 ans avant la mort du Che. Et c'est à un moment, il est sur une estrade, et c'est sur une estrade, on ne le sait pas, où Fidel Castro est en train de donner un discours. Et le Che, en réalité, se trouve juste à côté de Simone de Beauvoir
et de Jean-Paul Sartre. Et cette photo est prise par Alberto Corda avec un Leica modèle M2. Et le Che ne l'a jamais vu parce que c'est à la mort du Che que Corda s'est dit tiens, j'avais pris ce type en photo il y a quelques années, je vais voir ce que j'ai. Hop, il regarde les négatifs, il fait développer la photo, il la donne à un journal italien qui la publie et la photo devient très vite une icône. Bon, donc, vous décidez de partir. Et est-ce que vous décidez à ce moment-là d'en faire un livre? Est-ce que vous tenez votre journal? Qu'est-ce que... Bon, votre préparation est assez succincte, à part les vaccins qui vous sauveront la vie d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, comment est-ce que vous préparez votre voyage? C'était improvisé? Aucunement. C'est-à-dire que je fais mon sac, j'appelle un ami, quand même, 3 semaines avant le départ, et je lui dis... il se trouve que comme Guevara était parti avec Granado, je voulais un compagnon de voyage. Et surtout, comme je ne parlais pas espagnol, je voulais un compagnon de voyage qui fût hispanophone. Et j'appelle un ami qui s'appelle Quentin, que Qui est très drôle, qui est très qui est assez drôle, drôle. ouais, que Oui. je savais aventureux. Je savais que l'aventure ne lui répugnait pas, qu'il était un peu casse-cou, qu'il était toujours partant pour n'importe quoi. Et je n'ai même pas eu le temps de lui dire, quand je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que tu veux traverser l'Amérique avec moi? Et j'ai même pas eu le temps de lui dire du sud à moto que Quentin m'avait répondu oui. Oui. Et donc nous partons ensemble un matin de décembre. Et on part de chez moi à Montmartre et Quentin, elle, un taxi. Et comme César lançant à ses légions à Rome avant de franchir le Rubicon, Quentin lance au taxi à Roissy. Et puis, le taxi nous emmène vers Roissy et, pris d'un doute, au milieu du trajet, je vérifie nos billets d'avion. Évidemment, nous partions d'Orly. Le taxi est obligé de faire demi-tour, il y a des bouchons pas possibles, vous n'imaginez pas. Finalement, on arrive à l'aéroport et on s'entend dire « embarquement terminé ». Et là, il y a une hôtesse de l'air que enfin pas une hôtesse de l'air, mais une dame de l'accueil, de la compagnie aérienne, que notre bêtise attendrit et qu'on entend dire à sa collègue en baissant la voix d'une octave « il n'est pas encore midi qu'on tient déjà les cons du jour ». Et qui nous recase sur un autre vol, via Madrid. Ça, c'est d'une des multiples mésaventures qui vous arrivent avec Quentin et vous en aurez d'autres. Ce qui est formidable, c'est que en réalité, la mésaventure est beaucoup plus profitable à l'écrivain voyageur que le moment d'ataraxie, de complétude, de ravissement. Le soleil qui vient se noyer dans l'eau du lac Titicaca quand vous êtes à l'Isla del Sol, c'est merveilleux à voir, c'est extraordinaire à vivre, mais d'un point de vue littéraire, on n'en fait pas grand-chose. Alors que toutes les mésaventures, qu'on vous mette un tesson coupant sous la gorge dans un quartier, dans un barrio de Buenos Aires, ou que vous fassiez mordre par un chien en vous demandant s'il n'a pas la rage dans un bidonville de Lima, ou que vous fassiez emmerder par des douaniers à la frontière vénézuélienne, c'est des moments qui ne sont pas très très agréables à vivre, mais à raconter, là, vous avez la consolation de pouvoir en tirer quelques pages intéressantes. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé lorsque j'étais en garde à vue en Iran, où là je faisais pas le malin, je fanfaronnais pas parce que je savais qu'il y avait une tradition de la République islamique qui était quand même de pratiquer une diplomatie des otages et que certains Français croupissaient depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, dans les geôles de la République islamique. Il y en a encore 2 aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser dans un coin de ma tête, si je sors, quel chapitre? Oui, parce que le risque, quand on fait de la littérature de voyage, c'est de faire de la littérature de tourisme. Oui, mais je m'en sortais principalement parce que, d'une part, je voyageais très lentement. C'était un voyage au long cours, mais pas seulement, un voyage au lent cours, en quelque sorte. Et comme je suivais l'itinéraire de Guevara et Granado, et qu'ils n'étaient pas passés par des lieux touristiques, pas ou quasiment pas, ils sont quand même passés par les capitales, et par le Machu Picchu, par exemple. Mais je me retrouvais dans des bleds pas possibles, quoi. Oui, mais vous refusez à la page à faire quand vous êtes dans les chutes
comment on dit, d'Iguazu. d'Iguassou, ouais. D'Iguazu. Enfin, ça dépend Vous si on est dites du côté brésilien ou argentin. Moi, français. Hein. Ouais. D'Iguazu, alors. Voilà. Ou je dis New York, vous savez. New York, ouais. C'est comme comme Mistinguett. Mon grand-père qui me disait est-ce que tu veux qu'on aille manger un hamburger? Oui, c'est ça. Ben voilà. Bon, l'essentiel, c'est de se comprendre. Mais vous dites je ne décrirai pas ces chutes, ne me viendraient que des superlatifs sans intérêt qui ne diraient rien à qui ne les a jamais vus. Et ça revient plusieurs fois dans le livre. Ouais, surtout là, en l'occurrence. Mais c'est parce que là, j'étais obligé de faire un détour de 3000 km pour aller chercher une moto. Donc je suis allé aux chutes d'Iguassou, en réalité par lesquelles le Che n'est pas passé, par lesquelles le jeune Ernesto Guevara n'est pas passé. Et donc j'ai décidé de ne pas tellement m'attarder dans la description des chutes d'Iguassou qu'on retrouve dans pas mal de guides touristiques. Et mon ambition, ça n'était pas de faire une sorte de copie un peu plus littéraire du guide du routard. Et c'est un endroit absolument merveilleux. C'est un endroit qui fait passer les chutes du Niagara pour un robinet qui goûte les chutes d'Iguassou. Mais les décrire, je trouvais ça un peu, superfétatoire. Donc les paysages vous excitent, mais n'excitent pas vous en tant qu'homme, mais n'excitent pas l'écrivain. Et ce qui fait le sel du voyage, c'est davantage les rencontres. C'est ça. Enfin, des rencontres, vous pouvez en faire à Montmartre, vous pouvez en faire à Amiens, vous pouvez en faire à La Baule, Alors, vous pouvez en c'est faire vrai, partout. sauf que le voyage a énormément de vertus. Parmi les vertus du voyage, il y a cette capacité à étirer le temps, à le rendre élastique, à lui donner de l'épaisseur. Lorsque vous êtes en voyage, vous partez une semaine en voyage, vous avez l'impression d'avoir vécu un mois. Vous partez un mois, vous avez l'impression d'avoir vécu une année tout entière. Ça, c'est la première vertu du voyage. La deuxième vertu, c'est que le voyage est comme une boîte de Pandore qui va s'ouvrir sur plein de choses, sur l'allégresse, sur l'émerveillement, sur tout un tas de rencontres, sur l'inattendu, sur la surprise, sur pas mal d'emmerdements aussi, mais elle va se refermer sur l'ennui. On ne s'ennuie pas tellement en voyage, on n'en a pas le loisir. Même quand on fait des choses désagréables, Même comme quand on fait des choses de faire la queue pour aller aux toilettes. Avec, Oui, mais ça reste il y a quand même quelque chose de très folklorique. Là, en l'occurrence, vous faites allusion au moment où je suis dans la jungle amazonienne sur un paquebot qui est bondé sur un cargo qui est bondé comme c'est pas possible. Et je passe beaucoup de temps à faire la queue pour aller aux toilettes, par exemple, pour tout, pour avoir à manger. Mais néanmoins, on est sur le fleuve Amazon, donc on s'ennuie pas. On regarde le paysage qui défile et on écoute la jungle parce que la jungle se saisit à l'oreille. Ce que vous ne supporteriez pas en France, vous l'adorez en Et surtout, la plus importante des vertus du voyage à mes yeux, et là je réponds plus précisément à votre question, c'est que j'ai l'impression que chaque jour passé au même endroit, la sédentarisation finit par émousser le regard que nous portons sur les gens et sur les choses. Moi, à Paris, où je vis, il y a peu de choses qui m'émeuvent. Mes sens ne sont pas aux aguets comme ils le sont lorsque je suis en voyage. Alors que le voyage permet d'aiguiser le regard. Hippolyte Taine a synthétisé ça dans un aphorisme parfait que je cite dans le livre. On voyage pour changer non de lieu, mais d'idée. C'est-à-dire que le voyage est comme une sorte d'uppercut, d'une série d'uppercuts, de crochets assénés au sac de nos préjugés. On voyage pour fuir aussi, pour s'éloigner, pour partir loin, mais loin de quoi? Ouais, alors moi j'ai jamais eu cette impression-là. Je sais qu'il y a oui, il y en a pour qui le voyage est une fuite, il y en a pour qui c'est une quête. Mais moi, aux voyageurs qui voyagent dans l'espoir de se trouver, je préfère ceux qui le font dans celui de se perdre. Et en revanche, il est vrai qu'on en apprend beaucoup en voyage. Keyserling disait que le plus court chemin qui mène à soi-même passe autour du monde. On en apprend énormément. Je vais vous donner un exemple très concret qui n'est pas dans ce livre, mais qui était dans le précédent, L'usure d'un monde. Lorsque je suis en Iran, j'y suis un mois après la mort de Gina Mahsa Amini, cette jeune fille iranienne d'origine kurde qui a été tabassée par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas, à leurs yeux en tout cas, son voile de manière correcte.
Et là, il y a eu d'énormes manifestations en Iran qui ont été très durement réprimées. Quand j'arrive, il y a déjà 15 000 manifestants qui se croupissent dans les geôles de la République islamique, où ils sont pour la plupart l'objet de tortures. Euh, Plus de 500 manifestants ont été tués dans les manifestations. Et j'arrive à Téhéran et je rencontre une jeune fille qui me dit « Est-ce que tu veux entendre le merveilleux écho qu'il y a à Téhéran en ce moment ?» Alors je ne savais pas de quoi elle parlait. Et puis, nous sommes place Engelab, qui est une très grande place, l'équivalent de la place de la Concorde à Paris, dans une petite rue à côté de la place Engelab. Et elle commence à mettre ses mains en cornet autour de sa bouche et elle crie le plus fort qu'elle peut Markba dictator, ce qui veut dire mort au dictateur, donc mort à Khamenei, le guide suprême, ce qui est passible de la peine de mort de dire ça. Et là, il s'est passé deux choses. La première chose qui s'est passée, c'est que quelqu'un au 3e étage d'un immeuble a ouvert sa fenêtre pour crier à son tour mort au dictateur. Puis un type est passé en voiture, a baissé sa vitre et a crié mort au dictateur. Puis ensuite, on a entendu mort au dictateur venant d'une rue parallèle. Et j'ai compris ce qu'elle entendait par le merveilleux écho de Téhéran. Et la deuxième chose qu'il s'est passé, c'est que quand elle a crié ça, il y avait deux personnes qui étaient à une vingtaine de mètres. Et moi, j'ai eu peur que ces deux personnes soient des bassidji, des miliciens du régime en civil. Et je me suis dit, s'ils me voient avec elle, s'ils croient que je suis avec cette jeune fille, eh bien, ils vont m'arrêter. Et spontanément, presque inconsciemment, j'ai fait un pas de côté et j'ai fait comme si je n'étais pas avec elle. Et je crois qu'elle ne s'en est même pas aperçue, parce que je me suis rapproché très vite, mais néanmoins, moi, je m'en suis aperçu et j'ai eu honte de cette petite démission du courage. Et ça, moi qui me croyais beaucoup plus courageux que je ne l'étais, je me suis rendu compte à quel point mes réserves en la matière étaient assez limitées. Et c'est ça qui m'a énormément touché en Iran. C'était le courage de la population iranienne. Une dernière chose, et après on repasse sur l'Amérique latine, mais j'avais rencontré aussi une jeune fille à Ispahan qui me disait qu'elle était très impliquée dans les manifestations, qu'elle collait des slogans sur les murs, qu'elle défilait dans la rue, qu'elle postait des choses sur les réseaux sociaux, et qu'elle n'avait pas peur de mourir, mais qu'elle avait peur d'être arrêtée. Elle avait très peur d'être arrêtée, et parce qu'elle avait peur d'aller en prison, parce qu'elle savait ce qu'on faisait aux jeunes filles en prison. Elle savait qu'un certain nombre des jeunes filles étaient violées, que certaines suppliaient leur bourreau, leur gardien, de leur donner la pilule pour ne pas qu'elles tombent enceintes de leur bourreau. Elle savait tout cela, et elle se préparait à l'éventualité de la prison en apprenant des poèmes. Et elle me disait que si jamais on l'arrêtait, et que si on la privait de sa liberté, de sa famille, de ses amis, de sa dignité, de nourriture, si on la torturait, il y a au moins une petite chose qu'on ne pourrait pas lui prendre. Et cette petite chose qui serait comme la part irréductible de son être, c'était les vers qu'elle connaissait par cœur, les poèmes qu'elle aurait appris par cœur, et qu'elle se réciterait en attendant soit la mort, soit la liberté. Et vous voyez, quand vous entendez ça dans la bouche d'une fille de 20 ans et que vous avez 35 ans à l'époque, et la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de vous faire le greffier de ce courage-là, c'est de le raconter. Et voilà pourquoi j'ai écrit L'usure d'un monde. Mais moi qui me croyais courageux, je me suis rendu compte que je n'avais pas un dixième du courage de cette jeunesse iranienne. Donc c'est vrai qu'on en apprend sur soi-même en voyage, mais c'est pas pour ça que c'est pas la raison principale pour laquelle je voyage. C'est une omni-curiosité et un désir euh, de d'être à l'écoute de la multiplicité, de la diversité, de la complexité des voix du monde, parce que le monde n'est pas univoque, parce qu'il est mouvant, parce qu'il est polyphonique, et parce que la littérature est ce petit sanctuaire où ces voix peuvent coexister sans s'annuler. Donc il y a un véritable désir, une entreprise d'être à l'écoute autant que possible de la mystérieuse polyphonie du monde. Ces lieux que vous voyez pour la première fois, vous savez aussi que vous les voyez pour la dernière fois, ce qui vous rend un peu mélancolique. Bah, tout cela, je l'explique en expliquant le titre, parce que Chagrin d'un chant inachevé, en réalité, c'est une phrase qu'écrit Che Guevara à ses parents. Il vient de rencontrer Fidel Castro, parce qu'après ce premier voyage latino-américain, il est rentré à Buenos Aires, il a fini ses études de médecine. Ensuite, il est reparti dans un deuxième voyage latino-américain jusqu'au Mexique. Et au Mexique, en 1955, en juillet 1955, il rencontre un certain Fidel Castro. Et quelques mois plus tard, ses parents lui écrivent et lui disent « Écoute Ernesto, finis tes conneries, rentre à la maison, installe-toi comme médecin, ouvre ton cabinet, rencontre une fille, fais-nous des petits-enfants et arrête de nous emmerder. » Et Ernesto leur répond « Mes chers parents,
j'ai fait la connaissance d'un jeune leader cubain destiné à libérer son pays par les armes. Désormais, mon sort est lié à celui de la révolution cubaine et je triompherai avec elle ou je mourrai là-bas. Et il ajoute que s'il meurt, eh bien, solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Je n'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé. Et en fait, cette phrase, c'est un vers d'un poète turc qui s'appelle Nazim Hikmet, que Guevara a lu en espagnol, mais si on la traduit en français, ça fait cette merveilleuse, sublime, extraordinaire allitération en tché, le chagrin d'un chant inachevé. Et pour moi, le chagrin d'un chant inachevé, c'est aussi ce sentiment qui vous étreint. Lorsque vous vous trouvez face à un paysage ou face à un paysage que vous avez rencontré, un visage que vous avez rencontré, en sachant pertinemment que bientôt vous allez devoir lui tourner le dos et qu'il y a de grandes chances que vous n'allez plus le revoir. Et c'est une des mélancolies qui vous arrive très souvent en voyage. Flaubert ne dit pas autre chose dans l'éducation sentimentale, dans ce qui est peut-être la plus belle ellipse narrative de la littérature française, lorsqu'il veut faire vivre plusieurs années comme ça, en une seule phrase, à son héros Frédéric Moreau, et qu'il dit « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, l'étourdissement des paysages et des ruines, les froids réveils sous la tente, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. » Eh bien, cette amertume des sympathies interrompues, ça pourrait être l'autre nom du chagrin d'un chant inachevé. Et pour terminer sur cette amertume des sympathies interrompues, moi j'ai su ce qu'on Flaubert entendait par là à Cusco. Cusco qui est une ville extraordinaire, une ville inca. Cusco en inca, ça veut dire, en quechua, ça veut dire le nombril du monde. Et à Cusco, qui est une ville d'où je n'arrivais pas à m'arracher, parce que Cusco, c'est au Pérou. C'est au Pérou, oui. C'est la ville c'est la grande ville la plus proche du Machu Picchu. Et à Cusco, j'avais pris pour habitude chaque matin de me rendre dans un marché qui s'appelle le Mercado San Blas, où je commandais toujours la même chose pour prendre mon petit déjeuner auprès de la même personne qui avait un petit badge avec son nom. Elle s'appelait Carmencita. Et je demandais tous les jours à Carmencita des œufs brouillés et du jus d'orange. Et elle me servait des œufs brouillés et du jus d'orange. Je la payais en soles, la monnaie péruvienne, et elle me rendait la monnaie en sourire. Et petit à petit, il y avait une complicité muette qui s'établissait entre nous. Et à un moment, j'ai su que c'était le dernier petit déjeuner que je prenais et que je n'allais très certainement jamais revoir Carmencita. Eh bien, il se trouve qu'un an plus tard, je décide d'aller passer tout mon été à Cusco. Je retourne à Cusco, je retrouve le Mercado San Blas, je retrouve mes bonnes vieilles habitudes. J'espère y retrouver Carmencita sans trop y croire. Et puis, je la vois, elle était là. Et alors que ça faisait plus d'un an que nous ne nous étions pas revus, elle me voit et elle me dit « Des œufs brouillés et du jus d'orange, n'est-ce pas ?» Donc il y a eu cette amertume des sympathies interrompues, mais il y a eu aussi cette exaltation des retrouvailles. Ce voyage de Che Guevara et de son camarade a changé leur vie, a changé leur destin. Est-ce que vous diriez la même chose pour vous? Est-ce que ça vous a changé? Complètement, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce voyage, Guevara et Granado le font vraiment la fleur au fusil et ils n'ont aucune conscience politique. Une conscience politique commence à s'ébaucher dans leur esprit, notamment au Chili, dans la mine de Chuquicamata, qui est une mine exploitée par les Américains. Pardon ? Pardon, allez-y. Qui est une mine exploitée par les Américains. Et ce jour-là, cette nuit-là, Guevara partage sa couverture avec un mineur chilien qui est dans le dénuement le plus complet. Et il dit « Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie, mais paradoxalement, je n'ai jamais ressenti autant de chaleur humaine. » Et il se rend compte au fil de son voyage qu'il y a des Indiens en Amérique, des Indiens des Andes, que ces Indiens sont exploités et que ceux qui relèvent la tête, ceux qui se
condamnent cette exploitation, ce sont pour la plupart des communistes. Et donc il y a une conscience politique qui s'ébauche chez John Guevara, qui n'est pas encore la nécessité de faire la révolution, mais peut-être un sentiment d'indignation et de nécessité de redresser en quelque sorte les torts de ce monde. Et pour moi, ce voyage était mon premier grand voyage. C'était mon premier grand voyage. Et ça aurait pu être le dernier. J'aurais pu faire ce voyage et puis ensuite me dire, bon, bah voilà, heureux qui, comme des érables, a fait un beau voyage. Et en réalité, j'aime pas dire ça parce que c'est un lieu commun et ça a une connotation péjorative, mais ce virus du voyage ne m'a jamais quitté. Le voyage est devenu l'ossature de mon existence et je savais que je n'avais pas l'étoffe d'un révolutionnaire, mais j'espérais au moins avoir celle d'un vagabond. Et depuis ce voyage, eh bien, ma vie s'articule autour d'une existence semi-nomade et je repars autant que possible. Et vous-même en Bolivie, vous voyez une mine qui vous choque, qui vous étreint. Enfin, Oui, vous voyez la misère là à ce moment-là. Ouais, vous savez, il y a un photographe, un grand photographe qui est mort il y a quelques jours, Salgado. Et Salgado a beaucoup montré la beauté du monde. Il a montré, il a beaucoup photographié la nature dans sa pureté, dans son côté de petit paradis édénique. Mais il n'a pas fait que cela. Il a aussi montré à quel point le monde était inhabitable pour un certain nombre de laissés pour compte, de déshérités, de petits, d'obscurs, de sans grade. Et la dimension esthétique de l'œuvre de Salgado n'est pas dépourvue d'une dimension politique. Et lorsqu'on voyage, finalement, très vite, on ne peut pas le faire sans dimension politique parce que sinon on se contente de faire du tourisme. Et moi, s'il y a une prise de conscience en quelque sorte, elle s'est faite en Bolivie, à Potosí, qui est la ville la plus haute l'une des villes les plus hautes du monde, à 4000 mètres d'altitude. Et elle a été construite au pied d'une montagne, le Cerro Rico, le mont Riche, qui culmine à 4700 mètres et quelques, donc qui fait presque la taille du Mont Blanc, et qui, depuis l'arrivée des conquistadors, est exploitée pour son argent, notamment. Elle est creusée depuis des siècles. 8 millions d'hommes y ont laissé la vie, 8 millions en 5 siècles. Et aujourd'hui encore, eh bien, des mineurs y travaillent dans des conditions à faire passer ceux de Germinal pour des touristes en goguette. C'est-à-dire que Zola, c'est Walt Disney à côté. Et un truc qui m'avait beaucoup touché, parce que j'ai passé une douzaine d'heures dans cette mine, c'était un type qui s'appelait Don Polly, qui s'était vu diagnostiquer la silicose, donc cette maladie suite à l'inhalation de particules très nocives, et qui savait que son espérance de vie était restreinte. Et il creusait comme un damné, il faisait parfois des shifts de 24 heures pour essayer de trouver un filon que son fils de 12 ans pourrait ensuite exploiter. Et ce qui est frappant lorsque vous êtes à Potosí, lorsque vous vous promenez dans la ville, il y a deux choses. C'est que la première, vous vous surprenez d'avoir du mal à marcher parce que vous êtes à 4000 mètres d'altitude et que vous pouvez être en prise avec le soroche, le mal des montagnes, et que vous avez l'impression qu'un pied est là qui vous écrase la poitrine. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a que des femmes dans la ville. Et ce sont les veuves des mineurs parce que la plupart des hommes vivent de la mine et l'espérance de vie des mineurs s'échelonne entre 35 et 40 ans. Mesdames et messieurs, il est 18h42, c'est-à-dire que nous allons bientôt arriver au terme de cette conversation. Déjà, on n'a pas raconté un 20e du livre. Et non, mais bien sûr, mais nous allons... Et je voulais simplement savoir si vous aviez des questions à poser à notre invité, des adresses à demander, des tuyaux. Vous savez, il connaît tout. Donc, votre cocktail préféré à l'hôtel Barrière, des choses comme ça, quoi. Oui, non, oui, madame au troisième rang. 4e siège en partant de ma gauche. Exactement. Une dame blonde. Mais le micro il y a un micro qui arrive. Annie descend l'escalier et vous tend le micro. Et voilà, vous l'avez. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voulais savoir comment on passe de joueur de hockey à écrivain et comment vous est venu cet amour de la littérature.
Normalement, on ne passe pas de joueur de hockey à écrivain. Mais il se trouve qu'à l'âge de 18 ans, j'ai annoncé à mes parents que je voulais embrasser une carrière de joueur de hockey professionnel. Mon père, qui lui-même avait été joueur puis entraîneur de hockey, était très heureux de voir son fils suivre ses traces. Ma mère, elle, était consternée à l'idée que son fils puisse passer une partie de sa vie à pousser une rondelle en caoutchouc vulcanisé au bout d'un bâton sur une surface gelée devant des supporters avinés. Ma mère m'a dit, tu peux évidemment être joueur de hockey professionnel, mais je voudrais quand même que tu fasses des études. J'ai regardé la fac qui était la plus proche de la patinoire à Amiens où je vivais. Il y en avait deux, la fac de droit et la fac de médecine. J'ai joué à pile ou face avec un palais. Je suis rentré en fac de droit. Comme beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie en réalité. Très vite, je me suis emmerdé sur les bancs de la faculté de droit. Et désœuvré, j'ai poussé la porte d'une bibliothèque, qui était la bibliothèque Louis Aragon, à Amiens. Je ne savais pas qui était ce Louis Aragon. Je ne savais pas qu'il deviendrait mon poète préféré. Celui qui a composé des vers extraordinaires sur les yeux d'Elsa. Vous connaissez les vers d'Aragon sur les yeux d'Elsa? Si, non. Même. Mais je vous en prie, faites votre numéro. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'erre à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds qu'on y perd la mémoire. C'est magnifique ça quand même. Bravo, bravo. Bon. Et je pousse la porte de cette bibliothèque Louis Aragon. Je cherche le plus gros livre que je pouvais trouver et je tombe sur Belle du Seigneur d'Albert Cohen. 1111 pages dans l'édition Folio, un gros morceau qui commence par l'arrivée de Solal. On est au début des années 30. Solal est très beau, il est sous-secrétaire à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. On est à Genève et il est tombé amoureux lors d'une réception, lors d'un cocktail de la femme de son subordonné Adrien Deume. La femme s'appelle Ariane. Il décide de la séduire, non par le pouvoir de sa beauté, de son physique, mais par celui de son verbe. Et je me souviendrai toujours du début de Belle du Seigneur où Solal arrive et Cohen écrit « Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers, des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Et là, on part pour 1111 pages d'une des plus belles histoires de passion amoureuse, si ce n'est la plus belle histoire de passion amoureuse du XXe siècle. Et je lis ce livre et en le refermant, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être écrivain. Et puis, je me mets à écrire un roman pendant 4 ans, alors que je joue au hockey. Je l'envoie à une vingtaine de maisons d'édition. En retour de quoi, je reçois 20 lettres de refus. Et à l'époque, j'en ai conçu une certaine amertume, un certain désarroi, parce que je venais de mettre tout mon talent, toute mon énergie, tout mon cœur dans ce roman. Et aujourd'hui, quand il m'arrive de reparcourir les pages, je loue les éditeurs qui l'ont refusé. Et puis, pendant 1 an, j'ai arrêté d'écrire et je me suis dit, je ne serai jamais écrivain. Et puis finalement, je m'y suis remis et ça a donné mon premier livre qu'un jour j'ai envoyé par la poste. Et je me souviens très bien du moment où j'ai reçu un mail de Jean-Marie Laclaftine aux éditions Gallimard. J'étais en salle d'embarquement prêt à partir pour Istanbul, à l'aéroport de Lyon. Et je reçois ce mail de Laclaftine qui me dit « J'aimerais vous publier dans la collection blanche des éditions Gallimard ». Et moi, j'étais sur le point d'embarquer et j'ai une larme de soulagement qui a coulé sur ma joue. Et l'hôtesse de l'air, croyant déceler dans cette larme une phobie de l'avion, m'a dit « Mais vous inquiétez pas, monsieur, le vol va bien se passer ». Et c'était « Tu montreras ma tête au peuple », je pense, ce livre. Tu montreras ma tête au peuple. Qui a reçu le prix Amic de l'Académie française, le prix littéraire de la vocation et le prix Jean d'Heure du roman historique. C'était parti pour une belle moisson de lauriers que vous n'avez pas eu avec les Tigres de Bouillon-Billancourt ou les Vipères de Montpellier
ou Ça, c'est en les hockey. Français volants de Paris. Pas avec ces équipes-là, mais bon, j'ai été champion de France de hockey quand même avec une autre équipe. C'est pas rien. Et votre père était président des Gothiques d'Amiens. Du club, ouais, Du club. exactement. Ouais. Il est toujours? Ah non, il a arrêté depuis bien longtemps. Et vous, ça vous... Non, le hockey, c'est fini. Ah, c'est fini, mais on peut quitter le hockey, mais le hockey enfin, une passion. On peut mettre un terme à une passion d'enfance, mais la passion d'enfance ne vous quitte jamais. Baudelaire disait à propos de la peinture, ma primitive, mon unique passion. Je pourrais dire exactement la même chose du hockey sur glace. Et la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est de regarder les résultats des matchs qui se sont joués dans la nuit aux États-Unis. Et alors, en plus, cela vous a servi lors de votre voyage en Amérique du Sud, puisque vous rencontrez un Suédois que vous étonnez par votre connaissance de la géographie suédoise. Ah oui, parce que c'était un type, c'était dans le désert d'Atacama, qui est un des plus beaux déserts du monde. Et ce type avait pour but de photographier les plus beaux couchers de soleil. Il traversait l'Amérique latine pour photographier les plus beaux couchers de soleil. Et il s'était mis quand même une petite contrainte presque oulipienne, c'est qu'il se refusait de passer une frontière sans avoir couché avec une femme du pays. Une indigène. Voilà. Et là, on était... il n'est pas à la Baule. Hein, on était près d'Uyuni, c'est ça. Et on était donc en Bolivie, et il ne trouvait pas du tout les boliviennes à son goût. Et donc, il se disait, merde, je ne vais jamais pouvoir quitter ce pays. Et bon, je lui demande d'où il vient parce que je vois sa casquette et je lui demande pas d'où il vient, je lui dis vous êtes suédois parce que je vois sa casquette et il y avait les 3 couronnes suédoises qui sont les mêmes que sur les maillots de hockey et je lui demande d'où il vient. Je lui dis Stockholm, mais il me dit non, laisse tomber, tu connaîtras pas. Et là, il se trouve que moi j'ai joué avec beaucoup de joueurs suédois. Et donc, je connais peut-être une quinzaine ou une vingtaine de villes suédoises. Et je commence à égrener comme ça toutes ces villes. Et il était absolument estomaqué. C'est comme si un Chilien ou un Péruvien commençait à vous parler et vous disait... et vous disiez... J'ai peur de faire une faute de conjugaison. Oui. Vous disiez, oui. Sinon, on aurait coupé au montage. Hein. Lui, vous dire. Et vous disait, je sais pas, le village de ma grand-mère, Favière. Et donc, je lui dis comme ça toutes ces villes, et il me dit, non, mais tu connaîtras pas, laisse tomber. Et à un moment, je dis, Örnsköldsvik. Et il me dit, mais comment tu connais Örnsköldsvik ? Et voilà, je lui explique que grâce au hockey sur glace, je connaissais ce bled. Là, c'est entre Umeå et Sundsvall. Et Sundsvall. Sundsvall. Votre suédois est à... Oui, est parfait. Oui, mais je suis en première année simplement, donc je démarre. Mais alors, ce que je voulais aussi souligner, c'est que votre livre est très drôle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages de comédie, notamment avec Quentin, lorsque Quentin tombe amoureux d'une jeune fille qu'il ne retrouve pas, ou lorsque seulement cette rencontre avec le Suédois. Enfin, il y a beaucoup, comme vous avez de l'esprit, même les pires catastrophes qui vous arrivent sont racontées avec humour. Enfin, humour, c'est pas le mot, avec esprit, tout simplement. Mais vous savez, j'ai un de mes meilleurs amis, un de mes amis le plus cher, avec qui je suis ami depuis l'âge de 17 ans, qui s'appelle Romain Gary. Parce que, comme vous le savez, la littérature est quand même le moyen le plus sûr de se lier d'amitié avec des écrivains qui sont morts avant notre naissance. Et Romain Gary est un ami très proche. Et il m'a expliqué un jour que l'humour était l'arme blanche des hommes désarmés, que c'était une déclaration de supériorité de l'homme sur le sort qui lui est fait. Et c'est une leçon qui ne m'a jamais quitté. Et donc, même quand je suis dans des situations qui ne prêtent pas à rire, je ne peux pas m'empêcher de voir le potentiel comique. Donc, ce n'est pas une recherche, mais c'est devenu presque une pente naturelle. Oui. Mais ça se sent, c'est pas forcé. Bon. Mais notamment votre passage de la frontière du Venezuela était très amusante. Même quand vous vous faites attaquer à Lima par un chien qui vraiment vous blesse, c'est drôle. Enfin, pas pour vous, mais vous racontez ça d'une façon, Oui, la frontière vénézuélienne, par exemple, je franchis la frontière entre la Colombie et le Venezuela, et là encore, il y a une file qui est très longue, et je sors mon téléphone parce qu'il y avait une banderole et c'était marqué « En esta aduana no se habla mal de Chavez ». À cette douane, on ne dit pas de mal de Chavez. Et je veux prendre une photo, et un type derrière moi me dit « Mais range ton téléphone, on va te le prendre ».
Et moi, je dis, mais comment tu veux qu'on me le prenne? Il y a plein de flics, il y a plein de douaniers qui sont là. Il me dit, les douaniers vénézuéliens vont te le prendre, vont te le confisquer. Bon, alors, fort de ce conseil, je décide de mettre mon téléphone dans la poche arrière de mon jean et il me dit, c'est le premier endroit que tout à l'heure, ils vont fouiller. Alors, je mets le téléphone dans la poche de mon sac et il me dit, Hermano, mais ça, c'est le deuxième endroit qu'ils vont fouiller. Et moi, je commence à perdre patience. Et je lui dis, mais enfin, si je peux la mettre ni dans la poche de mon jean, ni dans la poche de mon sac, où est-ce que tu veux que je le mette? Et là, il saisit ma main, il la pose sur son sexe. Je sens quelque chose de long et dur, alors je m'apprête à lui faire les félicitations d'usage. Et il me dit, Samsung Galaxy. Et donc, je mets mon téléphone dans mon slip et ça n'a pas manqué, les douaniers ont fouillé mon sac de fond en comble. Sauf qu'ils sont tombés sur un chargeur de téléphone. Forcément, si j'avais un chargeur, c'est que je devais avoir un téléphone. Qui se promène avec un chargeur mais sans téléphone? Et donc il me dit, ¿Dónde está el celular? Il est où le téléphone? Moi, je faisais celui qui ne parlait pas espagnol, parce que le type dans la queue m'avait dit, tu ne parles pas espagnol. Et moi, je lui avais dit, si, je parle espagnol. Il me dit, non, tu ne parles pas espagnol. Alors je fais celui qui ne sait même pas dire je ne parle pas espagnol en anglais. Je dis me no speak espagnol. Et les douaniers donc fouillent mon sac, me fouillent moi, mais comme c'est des machos, les douaniers vénézuéliens, ils ne sont pas allés jusqu'à tâter mon entrejambe pour vérifier si j'avais ou non un téléphone. Donc j'ai pu rentrer au Venezuela avec mon téléphone. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Oui, là-bas. Ah, là-bas. Ah, j'ai pas mis. Le micro arrive. Huitième rang. Le Huitième micro rang, le arrive. micro arrive. Sarah descend l'escalier avec une certaine majesté et elle vous tend le micro. Merci, Sarah. Bonsoir, monsieur le poète. C'est passionnant. Je crois que votre livre doit être passionnant. Et vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de monde pour Louis Sarkozy et ça sera beaucoup moins intéressant. Mais je voulais vous dire, les voyages, c'est un luxe, mais est-ce qu'on peut associer à un écrivain une superbe Carmencita pour le voyage, ou est-ce que c'est encombrant? Parce que vous devez rencontrer des filles extraordinaires. Il ne dit Alors, pas tout. pourquoi pas? Alors, je ne sais pas si je suis bien sûr d'avoir compris le sens de votre question. Je dis que c'était plutôt une réflexion, sans obligation de réponse. Enfin, Nous sommes enregistrés, je vous rappelle. Oui. Non, mais vous voulez dire les rencontres qu'on y fait, Oui, des femmes? pourquoi pas? À deux, c'est quand même plus agréable un voyage, Ah, quand on oui, est bien accompagné. c'est pas faux. Mais ça, c'est une bonne question parce qu'en vérité, lorsque vous êtes à deux, ça ne favorise ni la rencontre ni l'aventure. Parce que vous êtes une sorte d'entité qui se suffit à elle-même. Et je me suis rendu compte au fil du voyage, parce que Quentin a fini par me quitter pour une raison que nous ne dévoilerons pas ici. Mais enfin, c'est rien de fascinant, c'est pas un polar mon truc, hein, donc on pourrait vous le dire que ça ne gâcherait absolument pas le plaisir de lecture. Mais j'ai fait ce voyage en Argentine et au Chili avec lui, et ensuite j'étais seul. Et je me suis rendu compte que la solitude était non seulement l'état qui favorisait le plus la rêverie poétique et la réflexion, et aussi la rencontre. L'aventure arrive de manière bien plus facile seul. Donc je prends peut-être, en tout cas d'un point de vue littéraire, plus de plaisir à voyager seul. D'ailleurs, vous racontez 2 voyages au Venezuela. Le premier voyage avec quelques camarades, quelques confrères écrivains, dont Miguel Bonnefoy, où là vous êtes accueillis officiellement. Et au fond, il ne se passe pas grand-chose à part la gaffe que vous avez faite. Mais sinon, les aventures sont arrivées lorsque vous étiez seul, justement. Lorsque j'étais seul et que je ne voyageais pas en délégation officielle. Parce Voilà. que mon premier voyage au Venezuela, j'étais l'invité d'un festival du livre à Caracas. Et j'avais passé une semaine au Venezuela, mais j'étais en délégation officielle. Donc j'arrivais à l'aéroport, une voiture blindée aux vitres teintées était là qui m'attendait, qui me convoyait à l'hôtel, puis qui ensuite m'amenait de rencontre en rencontre au Salon du Livre.
Finalement, j'ai quitté le Venezuela au bout d'une semaine sans rien connaître du Venezuela. Alors que quand j'ai voyagé seul, que j'ai franchi la frontière colombienne et que j'ai remonté le Venezuela, j'avais l'impression en 3 heures d'en avoir appris davantage. Plus de questions? De toute façon. Si, il Oui, y en a une là. Ah, ben voilà, vous dévoilez pourquoi il a dû rentrer. Parce que Quentin avait passé donc mon ami Quentin avec qui je suis parti, avait passé les épreuves écrites d'un concours extrêmement sélectif, le concours du Quai d'Orsay. Persuadé de l'avoir planté, lorsque je lui ai proposé de partir en voyage, il m'a dit, écoute, de toute façon, je n'irai pas à l'oral, donc je peux partir avec toi. Et puis, entre Santiago du Chili et Valparaiso, il apprend qu'il est admissible à l'oral. Alors, il a fallu qu'il rentre, et figurez-vous que non, il n'a pas eu son concours. Ce qui ne l'a pas empêché de faire un très beau parcours, et c'est lui qui a contribué à organiser notamment les Jeux Olympiques d'été de Paris l'année dernière. très bien. Autre question? Non? Moi, j'en ai encore. J'ai le fameux questionnaire, le quiz. Pour terminer cet entretien, et naturellement, vous allez ensuite retrouver François-Henri Désérable, qui va vous signer son livre. Première question. Pourquoi écrire des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? Pourquoi respirer alors qu'on pourrait cesser de le faire? C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, j'ai découvert la littérature et c'est devenu que lire et écrire est devenu aussi essentiel que inspirer et expirer. Alors je pourrais très bien cesser de le faire, mais j'ai peur de trépasser dans l'instant. Deuxième question, de quoi avez-vous besoin pour écrire? De silence, de solitude et de me couper de tous les emmerdements qui conspirent contre l'écriture. Parce que la vie d'un écrivain est une guerre entre un désir irrépressible d'écrire et les contingences de la vie qui font qu'on ne peut pas toujours le faire. Vous preniez des notes pendant votre voyage, vous avez tenu un journal parce que vous donnez des renseignements assez précis quand même. J'ai pris aucune note et ça a été une idiotie totale. C'est-à-dire que j'étais persuadé que je pouvais faire entièrement confiance à ma mémoire. Et je me suis rendu compte en rentrant de 6 mois de voyage, de 5 mois de voyage, que finalement, toutes les réflexions qui peuvent vous venir en cours de route s'effacent très rapidement. Et donc j'ai dû aller puiser dans ma mémoire et ça a été un processus très long. Et contrairement à l'Iran où j'ai chargé mes carnets de notes et où j'étais mais sans cesse en train de prendre des notes. Et désormais c'est la façon avec laquelle je voyage, la façon dont je voyage. Question suivante, le plus agréable, commencer ou terminer un livre? C'est-à-dire que il y a l'un des moments les plus agréables, c'est celui où le livre n'a pas une ligne n'a encore été écrite, et le livre s'ébauche dans votre esprit, commence à prendre forme, mais il est parfait. Et dès lors que vous vous mettez à écrire, eh bien vous faites le deuil de la perfection. Donc ce moment où vous allez le commencer, où le livre s'ébauche dans votre esprit, est quand même très très agréable. Le moment où vous le terminez, où vous mettez le point final, vous avez la sensation, qui ne dure pas très longtemps, mais que vous pouvez mourir, le devoir étant accompli. Et il n'y aurait rien de pire pour moi de mourir au cours de la rédaction d'un livre. Et c'est pour ça peut-être que je m'empresse d'en commencer un dès lors que j'en ai terminé. Oui, parce que vous racontez dans votre livre que vous deviez mourir dans un endroit merveilleux, une diseuse de bonne aventure qui, lorsque aventure. j'étais bébé, avait dit à ma mère, cet enfant mourra de manière prématurée dans une contrée lointaine et grandiose. Et moi, j'ai été élevé dans les prédictions dans les prédictions funestes de celles que dans ma famille on affublait du sobriquet très aimable de vieille folle. Quatrième question, si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous?
Ah bah, il y a plein d'autres métiers que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé être jockey au Palio de Sienne. J'aurais aimé être un grand joueur de hockey sur glace. J'aurais aimé être chanteur, me produire sur scène. J'aurais aimé être photographe comme Salgado ou comme Steve McCurry ou Cartier-Bresson. Me promener comme ça, l'appareil photo en bandoulière, à capter la beauté et parfois l'atrocité du monde. Voilà. J'aurais aimé être vigneron au château d'Yquem. Euh, J'aurais aimé, voilà, plein d'autres métiers que j'aurais pu faire. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Le Comte de Monte Cristo, ou alors je crois que dans celui que j'ai lu avant, c'était j'ai un trou. Les Trois Mousquetaires. Voilà. Les Trois Mousquetaires que j'ai lus à l'âge de 14 ans. Je m'en rappelle très bien parce que c'était un stage de hockey à Chamonix et je lisais Les Trois Mousquetaires pendant que mes compagnons de dortoir euh, s'adonnaient à d'autres plaisirs solitaires, mais moins littéraires. Et je me souviens notamment du conseil que donne le père de D'Artagnan, qui est un conseil extraordinaire que chaque père de famille devrait donner à ses enfants. Il lui dit un truc du genre battez-vous, battez-vous à tout propos, euh, battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et qu'il y a par conséquent 2 fois du courage à se battre. Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Et je trouve que c'est un très bon conseil qu'on peut donner. Battez-vous. 6e question, c'est qui prolonge un petit peu. Le livre qui vous a donné envie d'écrire? Babel du Seigneur d'Albert Cohen, mais j'ai un peu répondu tout à l'heure, alors je peux vous le Voilà. Et au contraire, le livre qui vous décourage d'écrire? Ça vous... Et un des livres qui me décourage, alors ça peut s'entendre dans 2 sens. C'est-à-dire que celui qui est si bon qu'il vous décourage d'écrire, et là, bon. Celui qui est si mauvais qu'il vous dégoûte d'écrire. Alors, celui qui est si bon qu'il aurait pu me décourager d'écrire si je l'avais découvert avant de me mettre à écrire, c'est Vie minuscule de Pierre Michon, paru en 1984, qui est en termes de beauté de la langue, de beauté de la langue, et peut-être, enfin, est vraiment un chef-d'œuvre absolu, quoi. Donc Vie minuscule de Pierre Michon. Et sinon, ce qui me décourage d'écrire, bah, c'est le succès tonitruant parfois de personnes qui utilisent la littérature comme marchepied de leurs ambitions économiques et sociales et qui sont tout sauf des écrivains. Par exemple? Je crois qu'on a commencé cet entretien en citant Chateaubriand, il faut être économe de son mépris étant donné le grand nombre de nécessiteux, et on a décidé de ne pas s'éloigner de cette ligne de conduite. Par conséquent, ne comptez pas sur moi pour qu'on évoque Joël Dicker. Notre prochain invité. Non. Et question numéro 8. Quel est votre personnage de roman préféré? Peut-être D'Artagnan, encore une fois. Et puis, non, pour qui je peux avoir de la sympathie mon personnage de roman préféré. Dans le premier qui me vient à l'esprit, c'est ça, hein, c'est D'Artagnan. Ouais. Très bien. Et enfin, dernière question. Quel livre offririez-vous à un enfant? Ça dépend de quel âge. À part Le Petit Prince. Ne répondez pas Le Petit Prince. Ah, Le Petit Prince. Je peux vous dire juste un truc sur Le Petit Prince, parce que Le Petit Prince, bon, c'est un livre pour enfants, mais il y a la plus belle dédicace de l'histoire de la littérature française. Saint-Ex dédicace Le Petit Prince à son ami Léon Werth. Et donc c'est marqué à Léon Werth. Et ensuite il écrit je demande pardon aux enfants, aux petits-enfants, d'avoir dédicacé ce livre à une grande personne. Mais j'ai une excuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une deuxième excuse. Cette grande personne se trouve présentement en France où elle a faim et elle a froid. Et si toutes ces excuses ne suffisent pas, non, après il dit, toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais bien peu s'en souviennent. Et si toutes ces excuses ne suffisent pas, eh bien, je dédie ce livre à Léon Werth quand il était un petit garçon. C'est merveilleux, hein, quand même, cette dédicace. Merci. Mais j'ai pas répondu, du coup. Ah oui, vous c'est m'avez dit vrai. ne répondez pas Le Petit Prince. Oui, c'est vrai. Bon, alors, on dit... Un enfant, ça dépend. Un adolescent à qui je voudrais donner le goût de la lecture,
j'offrirai Le Parfum de Patrick Suskind. Très bien. Bon, bah ça y est, vous avez répondu à tout. J'ai répondu à tout, à moins qu'il y ait d'autres questions. Eh bien, ces questions vous seront directement posées lors de la séance de signature qui va s'ouvrir maintenant grâce à la librairie des oiseaux. Nous nous retrouvons, nous, le 4 juin, avec un jeune écrivain dont c'est le premier livre et qui a trouvé, pour parler de son héros, une voie que personne n'avait frayée, puisqu'il va parler de Napoléon à travers ses livres. Vous l'avez cité tout à l'heure, et je sais que vous avez une grande admiration pour lui. C'est Louis Sarkozy, le 4 juin. Merci, mesdames, merci, messieurs. Merci, cher François-Henri Deshayrables. Écoutez, maintenant que vous êtes un vieil habitué, on vous attend pour votre prochain livre. Allez, à dans 9 ans alors. Bien avant, j'espère. Avec Merci. grand plaisir. Bonne soirée. Merci.